des internautes au sujet de cette soirée, tout le monde est presque d'accord que la situation, que ce texte d'Albert Camus, il lance pour nous un grand message et d'espoir pour notre pays. Parce que à un moment donné, à travers le roman, la pandémie était arrivée à son paroxysme et à un moment donné, il a commencé à disparaître. Et ce qui est bizarre et ce qui est un peu fantastique, c'est de voir comment Albert Camus a dressé une image de la pandémie d'une manière à montrer que même cette pandémie de la variants, et ces variants qui parfois attaquaient, on l'attendait le moins. Et après, quand même, il a disparu. Et donc, ce message veut dire tout simplement que les vainqueurs d'hier vaincront demain. Ça veut dire les messages qui étaient faits parfois, je crois, par les résistants français pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui ont dit les vainqueurs d'hier, qui ont vaincu la Guerre mondiale, peut-être vont vaincre demain. Ça veut dire nous, aujourd'hui, au niveau de la pandémie, nous avons vaincu quand même la pandémie hier, on la vaincre demain. Ce n'est pas si sûr, mais nous sommes sur la voie peut-être de le faire, mais le message d'espoir dressé par Albert Camus était très important parce que tant que les gens ont cet espoir, ils peuvent quand même se ressaisir et ils peuvent quand même consolider ils peuvent avoir cette force morale qui est importante pour pouvoir vaincre cette pandémie. Ouais. Oui, donc on pourrait aussi dire que le courage et l'espoir doivent être au rendez-vous, peut-être aussi important que le vaccin qu'on attend. Oui, c'est sûr que moi, je crois que Albert Camus est un romancier, mais également c'est un philosophe et un critique littéraire, les trois en même temps. C'est un philosophe parce que son écriture dans L'homme révolté et dans le mythe de Sisyphe est une réplique, est une alternative parfois aux philosophies traditionnelles de l'espoir. Donc, ce sont des philosophies traditionnelles parce qu'ils sont parfois fatalistes. Parfois, ils croient qu'il y a quand même comment dirais-je, il y a une protection divine qui va nous sauver. Alors que pour Albert Camus, il n'y a aucune éternité qui peut nous sauver. Il n'y a pas d'éternité. L'homme est projeté dans un monde, disons, un peu étranger. Et parfois, nous essayons de chercher comment résoudre le conflit entre l'espoir humain et puis la réalité tout à fait contraire, la réalité quand même un peu menaçante et la réalité quand même décevante. Parce que notre désir est là, désir de santé, le désir de vaincre ce malheur est là, mais la réalité est très difficile et donc on manque toujours comment résoudre ce conflit entre notre désir de santé et la réalité de la pandémie. Et j'espère quand même qu'on peut avoir cette réponse par le vaccin, comme au temps de Castel qui a trouvé un sérum contre la peste. Et ce sérum, quand la peste a été utilisée pour beaucoup de personnes, il a sauvé beaucoup de personnes en même temps, mais il n'a pas sauvé quand même le médecin lui-même, qui était là pour sauver les gens. Donc, oui, c'est ça. Le paradoxe, c'est que même qui sauve les gens par le sérum ou bien par le vaccin peuvent être aussi victimes de ce sérum, de la maladie elle-même, comme c'est arrivé pour
le médecin. Ouais. Oui. Donc, il existe des approches très différentes pour interpréter ce roman. Avec cet article, nous souhaitons avant tout rappeler l'œuvre de Rupert Neudeck, 1936 à 2016, qui a rapporté à ses compagnons de son bateau Cap Anamour, près de Vietnam, toute une boîte de livres avec la peste. Il a dit, c'est la Bible des ONG, des NGOs, des Organisations Non-Governmental, leur a-t-il dit. C'est vrai, son actualité de ce roman est ininterrompue. Penchons-nous d'abord sur la lutte réussie des habitants d'Oran contre la peste. Dans ce roman, comme vous l'avez déjà évoqué, les discussions entre Rambert et Rieu sont particulièrement importantes pour Camus, qui veut nous donner aussi un message moral. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a un message moral très important parce que moi, déjà au début, j'étais quand même très frappée par l'utilisation d'un terme, dératisation. La dératisation. Yeah. Dératisation veut dire qu'on doit tuer tous les rats. Et c'est un peu frappant parce que après la Seconde Guerre mondiale, on a utilisé le terme de dénazification. Et aujourd'hui, on utilise le terme de déradicalisation. Ça veut dire que quand même, il y a un grand mal qui est là, que ce soit le nazisme ou bien le rat lui-même. Parce qu'on a pensé que si on pouvait éradiquer les rats, on va arriver à une dératisation. Et avec la dératisation, on va essayer d'endiguer ce mal. Alors que les rats eux-mêmes, en fin de compte, à la fin du roman, l'arrivée des rats dans la rue était un très bon signe. Ça veut dire que le fait que les rats se promènent dans les rues, les premiers rats sauvés, veut dire que la peste a été éradiquée. Donc, la présence des rats au début était le symptôme de la maladie, de la catastrophe, etc. Mais à la fin, l'arrivée des rats était un très bon signe de retour à la vie normale et à l'éradication de maladies. Donc, je crois que pour Albert Camus, il a essayé de montrer ce paradoxe entre le mal tel qu'il était incarné au début par les rats, mais ces rats eux-mêmes qui ne sont plus vraiment réellement les porteurs ou bien de la maladie. Cher ami, je dois un tout petit peu vous contredire, si vous me le permettez. Ouais. J'aimerais bien relire le dernier paragraphe de ce roman parce qu'il est d'une écriture et d'une signification si exceptionnelle dans toute l'œuvre de Camus. Alors, la dernière page. Écoutons en effet les cris d'allégresse qui montaient de la ville. Rieux se souvenait que cette allégresse était toujours menacée. Oui. Car il savait ce que cette foule en jour l'ignorait et qu'on peut lire dans les livres que le bacille de la peste ne disparaît jamais. Absolument, ouais. Et qu'il peut rester pendant des dizaines d'années endormi dans le meuble et le linge, qu'il attend patiemment dans les chambres et que peut-être le jour viendrait où, pour le malheur et l'enseignement des hommes, la peste réveillerait des rats et les enverrait mourir dans une cité heureuse. Voilà, ça veut dire que la peste elle-même, le bacille lui-même, on ne peut jamais être sûr qu'il va disparaître. Parce que nous, en tant qu'êtres humains, on a la mémoire courte. La mémoire courte, ça veut dire qu'on peut toujours à un moment donné croire que toutes ces pandémies ont disparu pour elles-mêmes. Et même les générations présentes aujourd'hui, nous, par exemple au Maroc, nous avons eu beaucoup de pandémies pendant les années 50 et 60. Et il a fallu énormément de temps
d'énergie, d'efforts, d'hôpitaux pour éradiquer beaucoup de maladies dangereuses et graves. Et nous avons même installé à Fès un grand hôpital contre les maladies contagieuses. Donc, un hôpital spécifique contre les maladies contagieuses. Donc, on a pu quand même combattre certaines pandémies comme le choléra. La tuberculose est toujours et nous avons des cas de tuberculose au Maroc, mais nous avons en tout cas les mémoires courtes, ce qui fait que la médecine et la spécialité des maladies contagieuses n'a pas vraiment évolué, n'a pas beaucoup évolué, et donc parce qu'on croit qu'on a vaincu ces maladies, alors qu'ils peuvent toujours revenir. Et donc, le message de Camille, c'est toujours un message de faites attention. Donc, il ne faut pas avoir la confiance totale dans ce que vous êtes, ce que vous faites dans la fin de la pandémie, parce qu'il peut toujours revenir, et les rats peuvent toujours revenir comme vecteurs de la maladie. Mais pas oui, seriez-vous d'accord quand je dis que d'abord c'est un ouvrage qui est dirigé contre le national-socialisme et contre ce que vous avez dit, contre le retour des pandémies, mais c'est aussi un roman contre le retour où ils nous mettent en garde contre les maux de la société, tout simplement. On pourrait aussi penser au radicalisme de droite et d'extrême droite et d'autres situations où la société est menacée. À mon sens, pour moi, j'aurais bien préféré lire le roman avec d'autres œuvres, les œuvres philosophiques de Camus. Je pourrais le lire à côté de Mythe décisif, L'homme révolté, etc. C'est très important. Pourquoi? Parce que la lecture de Camus est un aspect herméneutique. Ça veut dire qu'il y a toujours une perspective avec laquelle on lit le roman. Et lire un roman, c'est toujours d'un certain point de vue. On ne peut pas avoir la position de l'oiseau, l'éternité, comme dirait Wittgenstein. Non, c'est impossible. On le lit toujours à travers une certaine vision du monde, une perspective. Et c'est vrai qu'il y a des perspectives qui le rapprochent de la critique du national-socialisme, parce qu'il a décrit les malades hôpitaux ou bien des malades qui étaient dans des camps de concentration. Oui. Et dans des camps, par exemple dans les stades, et la manière de montrer comment ces malades étaient traités, rassemblés, fait penser à ça. Mais pour moi, il y a un autre point très important pour dire ce rapprochement avec le national-socialisme, lorsqu'il dit qu'à la fin, lorsque les gens sont tous malades, lorsque les gens sont tous en danger, alors les personnes perdent leur propre volonté. Ils perdent leur conscience individuelle. Ils commencent à parler, à penser comme les autres. Donc, il n'y a plus d'individualité. Donc, l'individualité ne revient que dans les temps de paix et des temps de la santé, etc. etc. Oui, mais oui. Allez-y, excuse-moi. Lorsqu'il y a un grand danger, une grande maladie, alors pendant les périodes de grand danger, il n'y a plus d'individualité, il n'y a plus de volonté, et donc les personnes perdent leur raison critique. Donc, oui, ce que vous dites, c'est surtout la lutte contre toutes sortes de totalitarisme. Oui, et donc il faut lutter contre oui, c'est ça. Ça veut dire que les situations de pandémie favorisent quelque part le totalitarisme. Oui, ça veut dire favorise le fait que l'État est omniprésent, d'une part, et puis les personnes malades, etc., deviennent complètement passifs devant les décisions collectives. Donc, il y a certaines décisions collectives qui ne prennent pas en compte quand même les individualités personnelles. Oui.
Quand vous avez parlé de l'ensemble de l'œuvre de Camus, il faut quand même rappeler que L'étranger, écrit en 1942, a été suivi tout de suite par Le mythe de Sisyphe. Un ouvrage qui a fait des recherches sur l'absurde, mais Camus n'a jamais dit que le monde est absurde. L'absurde naît de la confrontation de l'homme envers le monde, qui pose une question et le monde c'était sa définition de l'absurde. Ensuite, c'est la peste et ensuite, c'est l'homme révolté. C'est très important. Une œuvre de fiction, la théorie. Ensuite, une autre œuvre de fiction, la peste. Et une autre œuvre de théorie, l'homme révolté. Et plus tard, c'est sa collection de nouvelles de 52 de l'été et de 56, la chute. Et cette distribution des œuvres dans ses œuvres complètes, c'est pas un hasard, c'est une réflexion très précise de sa part qu'on retrouve, et je vous recommande très fortement la lecture de ses carnets. On retrouve ses réflexions autour de son œuvre, le rapport entre la fiction et la théorie sur beaucoup de pages du journal. Donc, les notes dans le journal de Camus qui font référence à la peste montrent comment il tire la révolte et l'analyse, comment il tire de la révolte et l'analyse de l'absurde et la transpose dans un scénario de son roman. Lorsque plus de 30 décès surviennent à nouveau en une journée à Oran, le préfet fait fermer les portes de la ville. C'est le confinement de toute une ville. On devrait relire le roman pour y retrouver comment le protagoniste, peu à peu, lentement mais sûrement, se font une idée de la gravité de la situation et comment il entame la lutte contre le mal. C'est très intéressant de voir comment nos hommes politiques en Allemagne et en France et ailleurs ont saisi la gravité de la pandémie au fur et à mesure. Au début, en janvier-février dernier, personne n'avait l'impression que ça pourrait durer 1 an et peut-être même plus. Et ces rapports sociologiques dans la politique, de voir comment cette prise de conscience se développe, c'est très intéressant. Et là, on retrouve des parallèles dans la peste et aujourd'hui, n'est-ce pas? Absolument, parce qu'en fait, aujourd'hui même, il y a une certaine contradiction entre les mesures de confinement et le respect des droits de l'homme, des droits individuels. Donc, dans beaucoup de pays qui sont autocratiques, autoritaires, dans les pays autoritaires, on a imposé un confinement général et indifférencié. Bon, en tout cas, c'est un pays comme l'Angleterre et les Amériques, de fait de leur individualisme vraiment comme principe incarné ou bien principe, comment dire, enraciné dans la société, ils ont au fur et à mesure, tardivement, imposé le confinement. Face à l'aggravation de la situation, les deux personnages principaux du roman, le docteur Rieux et Tarou, développent dans leur conversation une interprétation de l'absurde et de la révolte. Alors, c'est vraiment la fiction, mais le roman. Et Tarou reconnaît que tout le monde est porteur de fléaux. Tarou reconnaît que tout le monde est porteur de fléaux, affirmant ainsi que la peste est un appel à l'intégrité ainsi qu'au respect des principes moraux. Oui, respect des principes moraux, mais quand même, Rambert lui-même, veut quitter la ville. Rambert est le journaliste qui. Voilà, Rambert est un journaliste. Il est venu en ville. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas vraiment pour quelle raison il est venu, mais il s'est retrouvé dans la ville. Il a commencé à prendre des notes, etc. Mais à un moment donné, il veut quitter la ville. Et en fait, le plus important chez Albert Camus, c'est de se justifier, trouver une justification.
Mhm. Ça veut dire que pour Abbé Camus, même dans le mythe de Sisyphe, le fait de chercher, de résoudre le conflit entre la raison et la réalité, c'est l'absurde. L'absurde, c'est ce conflit entre les deux. Et pour les résoudre, il faut chercher des justifications. Il Oui, faut se justifier. Il oui, faut justifier cela. Et Rambert a trouvé une justification. Il a dit, moi, je veux quitter la ville parce que j'aime beaucoup ma femme. Et l'amour, pour lui, est une raison qui lui permet de quitter la ville. C'est vrai que tout le monde peut être porteur du virus. Hein? oui. Et donc, les mesures de confinement s'adressent à tout le monde de certaine manière. Mais lui, il prend ce confinement, il me dit, moi, je ne suis pas concerné. Ça veut Oui, dire, il y a deux morales différentes quand même. Hein? oui. Il y a quand même simplement, oui. Mais à un certain moment, Rambert cède et reste à Oran et il donne la justification pourquoi il reste. Il le dit dans une phrase très précise à Rieux. Voilà. C'est Oui. quelle phrase? Oui, oui. Et non, il dit à Rieux, moi, je reste parce que il doit remplacer. Il doit Oui, remplacer quelqu'un. maintenant Et je demanderai à mes étudiants de lire toujours un roman avec un crayon et je leur ouais. demande quelle est la phrase dans cette conversation qui est si importante. Je ne veux pas faire un examen ici, mais je voudrais. Vous me permettez de citer cette phrase? Oui, 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 oui. On ne peut, je reste ici, on peut avoir honte d'être heureux seul. Voilà, voilà, C'est la voilà. phrase clé. Ouais. On peut avoir honte d'être heureux seul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il il a subi un changement. Au début, il était porté par son amour pour sa femme. Être porté par l'amour n'est pas si grave, c'est aussi justifié, on peut toujours le justifier. Et ça veut dire que la morale, à mon sens, pour Albert Camus, n'a pas cet arrière-plan d'Emmanuel Kant ou bien des philosophes qui est une morale un peu dogmatique. C'est une morale ouverte. Une morale ouverte qui ne prend pas il n'a pas de doctrine finale, mais elle est ouverte vers différentes perspectives, différents points de vue. Et donc, la solidarité ou bien accepter le confinement pour des raisons sanitaires n'est pas contradictoire avec le besoin de sortir et de retrouver Oui, sa femme. oui. Ça veut dire qu'à présent, aujourd'hui même, dans nos pays, on est en train parfois de sacrifier les droits élémentaires, droits humains, le droit Le à roman, l'amour. oui, le roman décrit l'isolement des habitants de la ville du monde extérieur et leur lutte contre les désastres qui les a frappés. Le narrateur nous livre aussi une interprétation des relations sociales qui se modifient sous l'impression de la pandémie. Avant que je vous pose la question, est-ce qu'on en peut tirer un enseignement pour aujourd'hui? Je voudrais donner une toute petite réponse déjà. Tout le monde se demande aujourd'hui, qu'est-ce que cette pandémie va faire avec nous? Et je Oui, dis à des amis qui m'ont posé cette question, eh bien, lisez La Peste. D'accord? absolument, oui. Quand même, moi, à travers le développement du récit, je trouve que la plupart des personnages ont changé d'attitude individuelle. Par exemple, je trouve que Panoulou qui est le prêtre, au début, il a présenté comment dirais-je, un prêche traditionnel. Mhm. Que les hommes sont punis pour leurs erreurs, pour leur hein? Donc c'est une punition. Donc c'est la réponse un peu religieuse traditionnelle. Mais Oui, à la fin, il a commencé à douter de tout ça. Hein? oui, Il a commencé à douter de tout ça et il a commencé à rejoindre des positions tout à fait contraires à ses premières convictions. Ça veut dire que la pandémie, elle peut nous apprendre beaucoup de choses. Ça veut oui, dire que la pandémie peut amener les gens à
évoluer dans leur position morale. Ils Oui. peuvent, oui. Et ce qu'a fait même pour Rambert lui-même, au début, il voulait accéder à sa femme. Il n'a rien à voir avec la solidarité avec les hommes. Il ne veut pas participer, il n'a pas voulu participer au début avec Rieu à l'hôpital. Et il rejoint un certain point de vue individualiste qu'on trouve même dans le droit américain, qui dit que les gens ne sont pas obligés de faire le bien pour les autres. Ils sont seulement obligés de ne pas faire de mal. Mais faire le bien n'est pas une obligation pour rendre le meilleur. Le monde meilleur est une obligation, mais seulement ne pas le rendre pire. C'est le point de vue de Rambert au début. Mais après, il a évolué et il a accepté parce qu'il a honte. Parce qu'il avait honte. Il avait honte de chercher son propre bonheur alors qu'on a besoin de lui. Oui, et je voudrais vous lire plusieurs passages des carnets de Camus. On n'a pas le temps, mais on a déjà dit que le roman rappelle la moralité qui prévaudra toujours, quels que soient les actes des gens et malgré leur destin. Une interprétation dans son journal, une note en 43, il dit « Peste, tous luttent et chacun à sa façon ». C'est intéressant, c'est une remarque que la moralité, que le moral, la perception de morale est une affaire individuelle. Voilà. Camus, dans le carnet 2, page 107, il montre comment, malgré la solidarité, les gens sont toujours seuls et doivent chercher leur propre voie. Selon une autre lecture, la peste tente de façonner une passion commune. Alors, ce qui m'intéresse, c'est votre interprétation. Est-ce que c'est plutôt, vous penchez plutôt vers un enseignement qui s'adresse à une communauté ou plutôt à une sorte d'individualité comme dans le cas de Rambert? Qu'est-ce que vous pensez? Moi, je penche vers la voie de Rambert parce qu'en fait, ce qui est important, c'est pas seulement pour Rambert, pour d'autres personnages du roman, ils ont beaucoup changé à travers. Et vous connaissez ce personnage, comment il s'appelle? C'est pas Tarot, c'est Cottard. Cottard lui-même a voulu commettre le suicide. Et le suicide lui-même et doit être puni pour la tentative de suicide. Mais après, il a beaucoup participé avec Cato, avec Tarot, il a beaucoup participé à la sauvegarde des gens, hein, à protéger. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il aime être dans cette situation. Il aime être dans. C'est pas par esprit de solidarité, parce qu'il aime vivre dans le malheur et aime voir les gens vivre dans le malheur. Oui. Et je voudrais encore dire une chose. Si j'étais ensemble avec des étudiants, j'aimerais beaucoup leur poser la question, quand est-ce que la peste était finie, était terminée? La fin de la peste, c'est donc une question qu'on peut poser aux élèves après la lecture au roman. Et c'est aussi un deuxième passage clé qui répond à tout ce que nous avons dit sur la morale. Cher Azlara, vous rappelez la fin de la peste? Oui. C'est à quel moment? Hein? C'est à quel moment? En effet, la peste est vaincue à partir du moment où les habitants reprennent de l'espoir. L'espoir, c'est ça. Reprennent de l'espoir et cela a terminé le règne du virus. Et je trouve ça comme message excellent dans ce livre. Oui. C'est vrai que pour Albert Camus, on est condamné à chercher toujours une solution au conflit que nous avons avec le monde, à chercher l'unité avec le monde. Oui. Parce qu'il y a une certaine unité factice qui est faite par les philosophes. Lui, il cite beaucoup Plotin.
Et c'est Plotin parce que Plotin a essayé de construire une image de cosmos à partir de la théorie de l'émanation. Oui, Il est contre la philosophie. Oui. Je vous rappelle que Camus a écrit son travail de fin d'études sur Plotin. Ah, voilà. Il a fait fin d'études sur Plotin Oui. parce qu'il connaît très bien ce cosmos qui est né de la théorie de l'émanation. Oui. Ça veut dire que le monde est uni, en tout cas, depuis Dieu jusqu'à Dieu est uni avec hein, ce qui est complètement différent d'Aristote. Oui. Et à part de la philosophie, je voudrais aussi rappeler à la fin du roman, le docteur Rieu se révèle le narrateur. Il se révèle être le narrateur. Ouais. Il avait voulu transmettre la mémoire de l'injustice et de la violence et affirmer qu'il n'y a plus à admirer dans l'homme qu'à mépriser. Les hommes ne peuvent pas échapper à leurs responsabilités. C'est le résumé des 3 dernières pages, mais je voudrais quand même, pour reprendre un peu le fil de réflexion de Camus, vous lire le premier paragraphe du dernier chapitre. Cette chronique touche à sa fin. Il est temps que le docteur Bernard Rieu, avoue qu'il en est l'auteur. Mais avant d'en retracer les derniers événements, il voudrait au moins justifier son intervention et faire comprendre qu'il est tenu à prendre le temps du témoin objectif. Pendant toute la durée de la peste, son métier l'a remis à même de voir la plupart de ses concitoyens et de recueillir leurs sentiments. Il était donc bien placé pour rapporter ce qu'il avait vu et entendu, mais il a voulu le faire avec la retenue désirable. D'une façon générale, il s'est appliqué à ne pas rapporter plus de choses qu'il n'en a pu voir, à ne pas prêter à ses compagnons de peste des pensées qu'en somme, ils n'étaient pas forcés de former, et à utiliser seulement les textes que le hasard ou le malheur lui avait mis entre les mains. Et c'est une manière pour Camus d'interpréter la portée de son roman. Oui, moi je crois que c'est aujourd'hui même, chez les sociologues, les philosophes, utilisent le terme d'observateur neutre. Oui. Ça veut dire un observateur neutre qui, comme chez Max Weber lui-même, qui n'a pas de vision, il n'adopte pas une position avec des jugements de valeur. Donc, pour Rieu, il ne veut pas porter de préjudice, il n'a pas d'a priori sur les gens, il ne veut pas avoir de préjugés, et donc il veut rapporter la réalité telle qu'elle est. Et la réalité telle qu'elle est, à mon sens, moi je dirais comme chez Wittgenstein, c'est que vous avez les faits, mais la relation entre les faits n'est pas connue. Ça ne veut pas dire que je dois mettre une relation moi-même a priori entre les faits qui sont là. Donc, les faits sont là. Hein? Comme dirait Wittgenstein dans le Tractatus, vous avez les faits, mais il n'y a pas de nexus, il n'y a pas de trait d'union a priori entre les faits. Donc, et nous, en tant que philosophes, en tant que romanciers, on doit voir les faits tels que les gens les ont vécus, tels que les habitants les ont vécus et les ont vaincus, et ils ont expérimenté. Et donc, il n'y a pas de point de vue moral a priori. Donc, cette morale a priori, pour eux, c'est une morale prescriptive qui n'a pas de valeur. Ce qui est important, c'est une morale descriptive qui essaie de développer la morale à travers du comportement individuel. Moi, je crois individuel des gens et les responsabilités telles qu'elles sont comprises par chacun des protagonistes. Et non pas une responsabilité que, comme Habermas, par exemple, l'aurait préféré. Lui, il est en avance sur Habermas, sur les philosophes kantiens, parce qu'il est vraiment ouverte de responsabilité. Je voudrais encore, pour terminer, une toute dernière question. Oui. Nous avons parlé beaucoup de la morale. Oui. Et je sais que les gens aiment Camus pour ses vues morales. Mais à la fin de sa vie, malheureusement, en juin 59,
peu avant sa mort, le 4 janvier 1960 à Villeblevin. Il note dans son carnet: je voulus vivre pendant des années selon la morale de tous. Je me suis forcé à vivre comme tout le monde, à ressembler à tout le monde. Je dis ce qu'il fallait pour réunir, même quand j'étais séparé. Et au bout de tout cela, ce fut la catastrophe. Maintenant, j'erre parmi les débris et je suis sans loi, écartelé, seul et acceptant de l'être, résigné à ma singularité, à mes infirmités. Et je dois reconstruire une vérité après avoir vécu toute ma vie dans une sorte de mensonge. Est-ce que c'est l'échec de la morale, ou comment interprétez-vous cette note de Camus en juin 59? Moi, je ne crois pas que c'est un échec. C'est un avertissement. Un avertissement qui fait aux gens, leur demandant de ne jamais céder à une morale collective. Une vision collective de la morale, ça n'a aucun sens. Ça veut dire moi, je reviens, je crois que la morale est toujours un rapport entre des individus incarnés. Et n'est pas, pour moi, elle n'est pas constituée par des principes a priori. Moi, je reviens parfois à Paul Ricoeur lui-même, qui disait que lorsque l'État doit s'excuser des atrocités qu'il a fait, par exemple, au Maroc, les années de plomb, les années de torture. Oui. Ricoeur disait que l'excuse n'est pas une affaire de l'État, mais une affaire d'individus. Parce que l'État, c'est un corps abstrait. C'est une abstraction, comme dirait Camus. Et Camus lui-même, il est toujours en train de combattre les abstractions. Oui. Donc, l'excuse, c'est toujours l'individu. La morale, c'est toujours individuel. C'est toujours le comportement de l'individu à partir de ses propres raisons individuelles. Et Camus revient toujours. Et on doit toujours raisonner, on doit toujours donner ses propres raisons, et avoir ses propres raisons, c'est tout à fait. On est toujours obligé de prendre sa responsabilité parce qu'on a une morale individuelle. On doit agir selon ses propres convictions. Et là, on est toujours en contrepoint, en contradiction parfois avec l'opinion régnante, avec le mainstream. Et un seul mot, je dirais, à propos de la narration de Camus et des personnages. Il est revenu plusieurs fois des personnages de contrebande qui sont d'origine espagnole. Oui. Hein? Et pour moi, il a un sens. Pour moi, il veut dire tout simplement que l'Algérie française n'est pas vraiment d'origine française. Les Français d'Algérie proviennent de plusieurs pays différents. Et ce serait dommage d'identifier les habitants d'Algérie aux Français. Parce que et lui, il a beaucoup défendu, les Français d'Algérie. Ça veut dire quoi? Les Français qui sont d'origine très différenciée, comme l'Espagne ou bien beaucoup de pays. Et donc, il était conscient, vraiment conscient, qu'il ne parlait pas vraiment les Algériens ou Français appartiennent à au même pays. Il y a les Arabes d'une part et les Français de l'autre, mais les Français d'Algérie ne sont pas les Français de France. C'est quelque chose de tout à fait différent. Voilà. Merci beaucoup pour vos réponses. Je vous rappelle à tous que, merci beaucoup, Azera. Vous rappelle à tous que cette séance est enregistrée parce que les amis de Monsieur le professeur Benani ont demandé la publication. Et en ce qui concerne Camus, je me permets de faire un peu de la publicité. Die Ausübung und das Erleiden des Terrors verweigern. L'exercice et la souffrance de la terreur, et interdire tout cela, c'est une citation de Camus sur les intellectuels et l'opposition aux guerres d'Algérie. C'est un article que je viens de publier dans ce livre Widerstand ist nichts als Hoffnung bei Thalheimer. Et c'est la conférence que j'ai faite pas l'an dernier, mais il y a 2 ans, lors du congrès de l'Association des écrivains en Allemagne à Berlin. C'est la publicité. Maintenant, vous pouvez ouvrir vos micros, lever la main
et poser une question à notre cher ami Azelara Benani, si vous voulez. Monsieur Mitracher, allez-y. Bonsoir. Bonsoir. Félicitations pour une discussion très passionnante. C'était un débat très intéressant. J'ai seulement 2 commentaires à faire. Je veux dire que Camus était l'un des écrivains français étudiés en Roumanie communiste, mais les lecteurs roumains voyaient dans la peste une métaphore pour le communisme. Ils percevaient une sorte de captivité dans un univers clos où la peste était idéologique, et c'était la peste communiste. La raison pour laquelle le roman de Camus a échappé à la censure communiste, c'était parce qu'il était présenté officiellement comme un roman anti-nazi. Et mon deuxième commentaire, qui est un peu une question, parce que vous avez mentionné Camus comme philosophe, je me rappelle une expression de lui, je me révolte, donc nous sommes, si je ne me trompe pas. Peut-on appliquer cette expression aujourd'hui aux ceux qui contestent le confinement? Les contestataires du confinement d'aujourd'hui peuvent revendiquer de cette expression? Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et donc, moi, bon, on peut lire Albert Camus comme anti-nazi, ça veut dire comme une mesure de dénazification, comme dératisation, déradicalisation, c'est possible. Mais pour la question, je me révolte, donc nous sommes, c'est vrai que parfois il y a beaucoup de surenchères dans les réclamations de limiter, de rejeter le confinement. Il y a beaucoup de surenchères. En Allemagne, c'est surtout, il y a des factions d'extrême droite pour le Querdenker. Le Querdenker. C'est pas toujours raisonnable. Mais en fait, on doit appliquer le confinement d'une manière proportionnée avec le danger. Ça veut dire qu'on ne peut pas appliquer le confinement d'une manière générale sans respecter réellement les proportions. Ça veut dire une région où il y a très peu de malades, on doit pas vraiment appliquer le confinement de la même manière en Bavière quand, par exemple, à Berlin ou bien il n'y a pas de respect de proportion, de degré de danger. Donc, Albert Camus lui-même, le préfet, au début, était contre la fermeture de la ville, il était contre les mesures de protection. Et il a dit, à un moment donné, il a dit, on va faire comme ça parce qu'on le veut, on veut le faire. On est obligé de le faire. Donc, il n'était pas pour le... Après, il a été obligé de faire le confinement et de faire le confinement pour toute la ville. Mais Rambert a cru savoir que c'est contre les droits de l'homme, c'est contre son droit individuel. Et normalement, si Rambert ne souffre d'aucun problème, s'il n'est pas malade, il n'y a aucune raison pour ne pas le laisser sortir. Oui, c'est normal. S'il n'est pas porteur de maladie, pourquoi le laisser confiner? Parce que la loi n'est pas là pour réprimer les gens. Non, la loi, elle est faite pour réglementer une situation, pour essayer de limiter le danger. Mais elle n'est pas faite pour obliger les gens à accepter une qui n'a aucun sens. Merci. Merci bien. D'autres questions? Merci pour la réponse. Je partage vos opinions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Rainer, Montpellier. Oui, allô, je ne sais pas bien. Vous m'entendez là? Oui, on vous entend, oui. Moi, je me pose la question entre la métaphore de la politique dans la peste contre le totalitarisme, peu importe si c'est communiste ou nazi, et cette transposition dans la réalité médicale aujourd'hui, s'il n'y a quand même pas de limite, parce que bon, là c'est plutôt une discussion
pas littéraire, mais sur la réalité de la pandémie. Est-ce que le danger en ce moment est pas vraiment un État omniprésent, un totalitarisme, mais même le contraire, Très bien. un individuel. On n'a pas entendu la deuxième question. On n'a pas entendu le reste. Non, que ce n'est pas un État omniprésent qui est le danger dans la pandémie de Covid, mais un individualisme déchaîné qui justement provoque après l'évolution de la maladie. Azara? Il y a une grande différence entre la peste et la pandémie d'aujourd'hui. Voilà. Dans la peste, il y a quand même une ville. Une ville, c'est comme un théâtre, c'est comme une pièce de théâtre. Vous avez une ville et vous avez la maladie dans cette ville, mais vous n'avez pas la maladie dans d'autres villes. Donc, dans d'autres villes, il y a d'autres maladies. Donc, aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, la maladie, elle est vraiment planétaire. Donc, elle n'est pas limitée à une certaine ville. Et paradoxalement, la pandémie de coronavirus n'est pas si dangereuse comme la peste. Parce que la peste, elle peut amener 2, 3, 4 jours, comme ça, 5 jours, à une grande fièvre, etc. La pandémie de coronavirus, le coronavirus attaque surtout un type de population, des personnes âgées pour la plupart, et puis mais pas les enfants, etc. Bon, il y a quand même, bon, mais aujourd'hui, l'individualisme, ça veut dire aujourd'hui, le problème qui est posé dans beaucoup de pays, c'est que pour la recherche des médicaments, pour l'hygiène, pour tout ça, il y a les pays n'ont pas montré beaucoup de solidarité entre eux. C'est-à-dire, on pense déjà à l'Italie au début, l'Italie qui était délaissée par l'Union européenne, par l'Allemagne et par la France, et qui a payé très cher, avec beaucoup de morts, la pandémie. Et donc, on pense déjà aux États-Unis, où on remarque que la plupart des victimes du coronavirus sont malheureusement les personnes fragiles et vulnérables. Et donc, la vulnérabilité, ça veut dire que l'individualisme, parfois, était au dépend des personnes vulnérables et fragiles. Et donc, les Noirs, les Latinos aux États-Unis, et même maintenant avec les vaccins, les des vaccins et les pays pauvres vont parfois attendre beaucoup de mois pour avoir les vaccins. Et au Maroc, nous-mêmes, on aurait dû quand même recevoir les vaccins au mois de décembre. Maintenant, de recevoir un nombre limité de vaccins et on attend pour la suite. On ne sait pas très bien si on va être tous vaccinés jusqu'au mois de juin ou bien juillet. Donc, même dans le rapport même il y a des rapports politiques entre les pays qui interdisent parfois quand même une solidarité internationale au niveau des vaccins. Au niveau européen, il y a quand même la communauté européenne quand même a montré une certaine solidarité générale pour avoir les vaccins, mais pour le reste du monde, pour le Maroc et d'autres pays, ces problèmes sont toujours posés. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions, prises de position, des critiques, des propositions? Maintenant, à vous la parole. Alors, je constate qu'il y a plus de questions, mais il y a encore un peu de publicité. Hier soir, j'ai eu un entretien avec plusieurs personnes en privé
avec Laurent Lotti, qui est chercheur au CNRS à Paris. Et comme j'ai lu récemment quelques pages de James Joyce d'Ulysse, le livre suivant de Récifs de la Bretonne de 1781, la découverte australe par un homme volant ou les dédales français nouvelles, très philosophiques, suivis par la lettre d'un singe. Et ce livre sera l'objet de notre prochaine soirée littéraire dans 2 ou 3 semaines. Ce sera affiché sur le blog. Et vous pouvez d'ores et déjà relire ou lire mon petit article modeste que j'ai écrit aujourd'hui sur ce livre. Il y a aussi le lien vers Gallica où vous pouvez télécharger ce livre complet de 400 pages. C'est fascinant, ce livre. Ça commence évidemment avec une histoire d'amour. Et ensuite, le personnage principal construit une machine à voler pour pouvoir s'enfuir sur une haute montagne et reconstruire de fond en comble une nouvelle société. Et je vous rappelle aussi, à la fin de mon article sur Récifs de la Bretonne, vous verrez la photo de Laurent Lotti. Et Laurent Lotti, il y a 3 ans ou 4 ans, je ne sais même plus, m'a répondu pendant 1h30 sur Denis Diderot. Et c'est passionnant. J'ai rarement entendu un chercheur quelque part qui, avec tout son enthousiasme et sa passion, explique l'œuvre sur laquelle il a travaillé, ce Denis Diderot. C'était 1h30, une interview en 2 parties. Le lien, vous trouvez à la fin de mon article sur Récifs de la Bretonne. Bon, chers amis, j'espère que vous allez revenir bien sur le blog et j'espère que vous restez des lecteurs fidèles de ma petite entreprise France Bloc Info. Merci bien. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Salut. beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Et- Reminder.